Poursuivons et nous allons maintenant parler cinéma. Nous accueillons avec plaisir notre collègue Catherine Heyman de l'Université Paris-Nanterre qui va nous proposer alors, des regards sur l'Amazonie péruvienne, le cinéma pionnier de Nora de Ixcue. Vous avez la parole. Merci. Merci à Isabelle et de manière générale à toute l'équipe qui a organisé la tenue de ce colloque. Un préambule, je n'ai pas apporté le PowerPoint parce que je pensais que j'avais besoin de la Wi-Fi pour présenter les films qui sont sur YouTube. Donc la plupart des références de ce que je vais vous exposer, vous l'avez en accès libre. C'est une démarche volontaire, en sachant aussi que les films de Nora de Ixcue sont actuellement numérisés parce qu'ils avaient un certain état de détérioration. Donc j'enverrai les affiches pour la présentation générale. Alors, commentant l'affiche de la 12e édition du Festival du cinéma péruvien de Paris, qui s'est tenue il y a 3 mois, dont la programmation a été construite autour de cinéastes concernés par l'histoire, mais aussi par l'avenir du Pérou, sa directrice, Jovita Maider, indiquait que les organisateurs de ce festival avaient souhaité, je cite, mettre à l'honneur toutes les femmes qui se sont battues pour l'indépendance du Pérou. Et elle ajoutait des femmes qui continuent à se battre, qui subissent la discrimination ethnique et raciale, des femmes qui prennent place dans la société, des femmes enfin créatrices ou réalisatrices qui, à travers leur regard unique, nous donnent leur vision. En 2015, ce même festival avait rendu un hommage à Nora de Ixcue pour l'ensemble de son œuvre de réalisatrice, productrice et scénariste. Elle venait alors présenter en France un long métrage documentaire, Responso para un abrazo, tras la huella del poeta. Il s'agit d'un portrait de César Calvo, qui est une figure importante de la vie culturelle péruvienne de la seconde moitié du XXe siècle. Nora de Ixcue n'était pas une inconnue pour le public cinéphile français, puisqu'en 2011, dans ce même festival, elle avait proposé la projection d'un documentaire consacré à Edgar Morin, qui s'intitulait Edgar Morin en el Pérou, documentaire qu'elle avait réalisé lors du voyage du sociologue en 2007. Ces derniers temps, Nora a reçu beaucoup d'hommages. Elle est née en 1934. Et ce que je souhaiterais dire, c'est aussi sur YouTube, donc c'est consultable, la première table des rencontres virtuelles du programme Cine en la Escuela, Ver, Escuchar y Mediar, lui a été consacrée en juillet dernier à la Casa de la Literatura sous l'intitulé El cine de Nora de Ixcue para pensar nuestro país. Nora de Ixcue est la première réalisatrice professionnelle péruvienne et elle a participé avec d'autres cinéastes à l'évolution de la production cinématographique à partir des années 70. Prenant en compte les cultures et les aspects sociaux des régions géographiques constitutives du Pérou, ses courts et ses longs métrages, principalement documentaires, ont initié un processus de visibilisation d'un large spectre de ces réalités, qui vont contraster justement avec tout ce que nous avons pu voir sur l'Amazonie, qui fait que Alejandro Legaspi, qui est un autre cinéaste que vous connaissez peut-être à cause de son film Juliana, commente ainsi, il dit « A poco de celebrar el bicentenario, su cine, el de Nora de Ixcue, representa una cartografía del país ». C'est à la représentation de l'Amazonie que je m'intéresserai ici. En raison de facteurs variés, la perception et la représentation de la selva ont évolué à partir de la seconde moitié du XXe siècle. S'intéresser au volet amazonien de l'œuvre cinématographique de Nora de Ixcue, c'est tout à la fois observer un moment du cinéma, un moment de l'histoire du cinéma péruvien, mais aussi rappeler celle d'un cinéma amazonien, alors sur l'Amazonie et de l'Amazonie, histoire d'autant plus intéressante que la naissance du 7e art, le cinéma, donc,
à la fin du 19e siècle, puis son essor, se sont opérés en même temps que naissait et se développait la ville d'Iquitos, dont il a été question à plusieurs reprises, laquelle ville était l'expression et le centre d'un cycle économique édifié sur les canons de la naissante ère industrielle basée sur le caoutchouc. De sorte que les avancées du cinéma ont eu leur réplique dans cette ville provinciale qui, au début du XXe siècle, comptait à peine 10 000 habitants, et en 1921 en comptait 22 000, qui était une ville affamée de modernité et aux prétentions cosmopolites. Analysant la mise en image de la selva et par le cinéma péruvien, national ou amazonien jusqu'aux années donc 90, Joaquín García caractérise ainsi les courts-métrages de Nora de Itzcue. Il dit: se trata de una mirada más profunda que la meramente paisajista y pintoresquista que han sido las anteriores, hacia el fondo de la compleja realidad ecológica, social y cultural de esta geografía. Sur les 20 films qu'a réalisé Nora de Itzcue à ce jour, 16 sont des documentaires, 4 sont consacrés à l'Amazonie, 4 fictions, dont 2 sur l'Amazonie. Les problèmes épistémologiques posés par l'établissement de critères distinctifs de l'une et l'autre de ces deux catégories, fiction ou documentaire, nous sont connus. Ainsi, en particulier, de ce qui seraient 2 traits principaux, l'aspect didactique, informatif du documentaire et son opposition à la fiction qui recouvrirait celle entre réel et imaginaire. En réalité, la fiction, tout autant que le documentaire, nous apprend quelque chose, et le documentaire peut être de création. C'est la définition proposée par le philosophe et spécialiste du cinéma, François Ninet, le père de l'acteur que vous connaissez, pour lequel le caractère documentaire ne serait pas déterminé par le seul contenu informatif, mais par la forme d'interaction caméra-monde et par le mode d'adresse et de croyance plutôt anthropologique et historique qui est demandé au spectateur. C'est donc cette définition que je suivrai ici. C'est donc précisément à cette interaction à travers laquelle le réel est en même temps solidement documenté par des archives, des témoignages, et mis en valeur par l'activité, par le langage proprement cinématographique, que j'essaierai d'analyser le style de Nora de Itzcue et tenterai de définir son apport. Et l'analyse portera sur son premier court-métrage documentaire qui date de 1978, Canción al viejo Fisga que acecha en los lagos amazónicos, et le dernier long-métrage qu'elle fait à ce jour, Responso para un abrazo tras la huella de un poeta, 2013. Le premier est en noir et blanc, le second est en couleur, un peu plus de 35 ans les sépare, et la durée, la canción dure 9 minutes, celui consacré à Calvo, 1h15. Quelques éléments de contexte. Nora de Itzcue appartient à la haute société liménienne, comme elle le dit elle-même, elle est passée directement del colegio al matrimonio, una era una persona bonita, un adorno de salón, et elle n'avait pas de formation particulière, elle était passionnée de lecture, avait le goût des arts, et donc pour des raisons personnelles, elle choisit à la fin des années 60 de travailler. Elle décide de faire un programme de télévision, et pour ce faire, elle a besoin de savoir réaliser des séquences filmées. Et c'est ainsi qu'en 1967, elle commence à étudier dans ce qui est la première école de cinéma fondée au Pérou, et les circonstances sont amusantes. Cette école a été fondée par Armando Robles, qui est le fils de celui que l'on vient de vous présenter, donc le père qui avait écrit la chanson, la musique du Condor Pasa. Armando Robles est le fondateur du cinéma d'auteur péruvien. Donc elle va être dans cette école, réaliser son premier court-métrage de fiction, devenir en deuxième année l'assistante de direction et l'associée du cinéaste, et
elle dit, on rejoint quelque chose qui a aussi été dit ce matin, en aquella época de la década del 60, dedicarme al cine era dedicarme a una actividad bohemia. Alors, Nora de Itzque est connue en particulier pour un documentaire participatif qu'elle tourne en 1973, qui s'appelle Runan Kaiku, Je suis un homme, qui a pour thème la lutte des paysans de Cusco contre les propriétaires terriens dans le cadre de la réforme agraire. C'est un documentaire social qui a été controversé, interdit par le gouvernement militaire péruvien, qui l'avait financé et qui appréciait peu que des images aient été filmées de la répression de ces paysans par l'armée. Quoi qu'il en soit, c'est un film qui a été primé dans plusieurs festivals internationaux et qui a permis à la réalisatrice d'avoir des contacts avec le mouvement latino-américain du cinéma et en particulier avec l'ICAIC, c'est-à-dire l'Institut cinématographique cubain. Il est évident que dans ce contexte des années 70, il faut rappeler deux éléments. Le premier est la portée continentale des mouvements politiques et sociaux qui ont agité l'Amérique latine au lendemain de la révolution cubaine en 1959, qui ont trouvé une traduction privilégiée dans le concept et le mouvement appelé Nouveau cinéma latino-américain, un cinéma de protestation, mais qui cherchait en même temps à vivifier la création artistique, qui se préoccupait des identités culturelles, un nouveau cinéma protéiforme, mais qui a pu prendre des aspects différents selon les pays. Et le deuxième élément, c'est la spécificité du Pérou dans ces années-là, puisque en 1972, le gouvernement militaire qui était présidé par le général Velasco a promulgué une loi, Ley de Fomento de la Industria Cinematográfica, dite Ley de Cine, où il encourageait la production nationale avec tout un système que je ne vais pas décrire, qui concernait autant les longs métrages que les courts métrages. De sorte que l'on a assisté à ce moment-là à un boom, un développement des courts métrages, parce que c'est un format qui peut être produit rapidement et à grande échelle. Dans beaucoup de cas, je cite Nora, il s'agissait de colocar el corto en la exhibición. Mais donc il y a eu des excès de production et une qualité souvent médiocre, y compris dans la production qui était faite en Amazonie. Mais en même temps, elle a permis à une génération de produire, je citerai les noms de Giancarlo Anicini et José Antonio Portugal. C'est donc dans ce contexte que Nora de Itzque va fonder la maison Quinox Producciones, avec laquelle elle va commencer son aventure cinématographique à travers les différentes régions du Pérou. S'il y a des cinéphiles parmi vous, peut-être le nom de Quinox leur rappellera-t-il le nom du théoricien russe qui s'appelle Dziga Vertov, de la première moitié du XXe siècle, qui a eu une très grande importance dans la conception d'un art proprement cinématographique qui ne soit pas dérivé des autres arts. Et deuxième élément, donc, enfin deuxième point, la canción al viejo Fisga que acecha en los lagos amazónicos, tel est le titre du documentaire, et le style en est, là j'utilise l'expression d'un critique de cinéma, le cinéma anthropologico-poétique de Nora de Itzque. Et ce critique cinématographique, qui s'appelle Léon Isaac Frillas, indique dans un hommage qui lui a été rendu il y a peu, Lo de Nora ha sido el documental, précisant que la fiction, dans son cas, ne l'a été que de manière latérale et contemporaine. Et il insiste particulièrement sur la fidélité de la réalisatrice à ce registre, rappelant que le documentaire n'a pas été une voie choisie par beaucoup de cinéastes qui l'ont souvent considéré comme une étape, un apprentissage pour passer à ce qui serait supposément plus noble, la fiction. Et, alors, le rapport de Nora à l'Amazonie. Un premier moment a été le tournage
des conditions de tournage d'un film de Robles qui s'appelle La Muralla Verde, qui raconte, disons, la vision de Robles. Et ça a été accueilli diversement en Amazonie, mais ça c'est une autre histoire. Et donc, un premier contact, elle tourne les conditions de tournage de ce film. Un an plus tard, elle va être engagée par un psychiatre péruvien, Oscar Rios, qui enseigne au Canada, qui va lui demander de filmer des séances d'ayahuasca, c'est-à-dire une substance hallucinogène, et d'enregistrer des chamans guérisseurs. Nous étions là au début des années 70, et c'était quelque chose qui n'avait pas été fait. Il faudrait corréler ça avec aussi ce qui va se passer en peinture. Alors, l'enregistrement a été fait, mais le film n'a finalement pas été réalisé. Cependant, l'expérience va marquer durablement Nora de Itzcue, qui nous dit: El material filmado lo usó el doctor en sus clases y conferencias sin llegar a editar su película. Pero a mí me mostró lo pequeño que había sido mi entorno viviendo en Lima y la enorme riqueza cultural y social que tenía mi país. De ese deslumbramiento nació mi vocación de documentalista para seguir conociendo las diversas realidades y pobladores del Perú, hablando sobre sus vidas y sus problemas con sus propias voces y a la vez para que otros también las descubrieran. Je crois que là, c'est une phrase qui synthétise bien d'une part les objectifs, la prise en compte de l'humain et ce dialogue qu'elle a souhaité avoir. En 1978, donc, elle réalise un documentaire d'observation, Canción al Viejo Fisga. 9 minutes 55, noir et blanc. Sans interaction avec les personnes filmées, ce mode mise sur les capacités propres au dispositif cinématographique pour capter les apparences sensibles du monde. La posture d'observation du cinéaste, du caméraman, impliquant celle du spectateur par procuration. Et il est évident que de tels films reposent, et ça c'est une autre caractéristique de Nora, sur une documentation extrêmement approfondie et qui est préalable. Alors ce Fisga dont vous entendez parler, qui est-il? Le documentaire est centré sur une figure caractéristique des zones fluviales, le Fisga, qui est un pêcheur dont le nom renvoie à un harpon utilisé pour prendre des poissons volumineux. Concrètement, le film est la narration d'une pêche au paiche. Le paiche, c'est en quelque sorte le beefsteak de l'Amazonie. C'est un poisson d'eau douce, de grande taille, qui en l'occurrence là est destiné à la consommation de la famille et dont la prise, la capture, demande beaucoup de patience et une très grande habileté. À travers l'œil d'une caméra observante, le spectateur suit les préparatifs du départ d'un Fisga, un vrai Fisga, la rame en losange caractéristique du monde amazonien, le harpon, un machete, son déplacement au fil de l'eau, au milieu d'une végétation luxuriante, le repérage du poisson, sa capture et le retour du Fisga. C'était ça que j'avais pensé vous montrer. Bon, la restauration et la numérisation récente du film contribuent à mettre en valeur l'esthétique épurée de ce documentaire qui est construit comme un poème sonore et visuel. Et de fait, sa base en est précisément un poème qui a été écrit par Roger Ronrill, qui est lui-même écrivain et journaliste péruvien, et qu'il a consacré, qu'il a dédié aux pêcheurs de paiche. A ti, viejo pescador, Fisga te canto. Donc le film décrit les conditions difficiles de ce pêcheur solitaire qui est un ribereño. Ribereño, ça veut dire c'est un habitant des rives, c'est souvent un métis qui donc habite sur le fleuve. Donc des fragments du poème de Ronrill rythment les étapes de la pêche et sont présents à travers deux formes. L'une est le chant collectif, la mise en musique où l'on entend des voix d'hommes et des voix de femmes,
Et l'autre morceau du poème est pris en charge par une voix off qui récite, qui dit les vers du poème, les derniers vers, chargés d'espoir en un avenir collectif meilleur. Ce sont les années 70. Alguna vez será pronto, tú y yo pescaremos los paiches de la dicha en los lagos inmensos de nuestro país. Para entonces, viejo Fisga, los lagos serán como henchidas cementeras. Mientras ese tiempo llega, viejo Fisga, prepara tus armas, afila tus arpones, tu paciencia de ídolo de barro, tus puños, y avisa a tus hijos en el tambo que pronto pescaremos los huidizos pesos de la felicidad. C'est un documentaire dans lequel personne ne parle, aucun personnage ne parle. Les sons et les silences ont donc une place centrale. Ils donnent sa cadence au documentaire. Qu'il s'agisse de la musique présente dès le début, dont le crescendo suit la capture, du chant choral, de celui des oiseaux qui accompagnent le voyage sur l'eau, du clapotis, de la rame ou du silence qui caractérise, et tout pêcheur le sait, l'attente du pêcheur. Mais la poésie tient aussi à la puissance visuelle du film, du film, c'est-à-dire à cette caméra observante ou observationnelle de Daniel Pacheco qui filme la nature du fleuve Pacaya, c'est aujourd'hui une réserve, Samiria Pacaya, et l'ambiance qui s'en dégage. J'avais prélevé les images sur un tapis de Victorias Regias, c'est-à-dire ces grands nénuphars, c'est la fleur emblématique de l'Amazonie, le jeu de miroir des eaux, les reflets, donc toute une série de jeux d'impression optique. L'attention aussi du corps du Fisga, visible dans le gros plan qui nous montre sa nuque et ses épaules. L'acuité du regard, les ronds dans l'eau, qui montrent la remontée du paiche à la surface de l'eau et qui permet au pêcheur de savoir où il doit et le moment où il doit jeter son harpon. Et la fin du documentaire est liée au travail réalisé par Gianfranco Anicini avec un montage photographique réflexif sur la réalité sociale du Fisga et de sa famille. Donc on voit l'habitat, on voit les conditions de vie des ribereños. Alors, Canción a été réalisé à partir de l'idée qu'il y avait una carencia de películas que mostraran la realidad de la selva. Solo se resaltaba su belleza o la cosa exótica, pero no lo que había detrás de eso, el ser humano. Si le film documente de manière anthropologique et sociale le quotidien donc d'un ribereño de l'Amazonie, un jour de pêche à l'issue favorable, la poésie, mot toujours délicat à préciser, qui s'en dégage, ne s'impose pas comme l'envers du réel ou l'idéalisation du réel, mais comme la substance propre du réel. Le choix des extérieurs naturels, la réalité des paysages du fleuve Pacaya, l'eau comme matière de ce réel, la réalité des corps, de la peau et des objets. C'est donc cette réalité se construit sans exotisme, mais non sans esthétisme, dans la conjonction des regards du Fisga, du cinéoï, du caméraman, et in fine du spectateur, de celui qui sait regarder, qui le fait sérieusement, entre guillemets, comme le dit la Juliette d'un film que vous connaissez sûrement, L'Atalante de Jean Vigo, qui date de 1934, mais qui a aussi cette dimension poétique. Donc, le réel est exalté par l'activité proprement cinématographique et la photogénie d'images qui transcende ce qu'elle représente et ne se contente pas de la reproduire. Dernier point, Responso para un abrazo, donc 2013, l'évocation de César Calvo. Et pour Nora de Itzcue, l'origine de ce film réside dans la visite que lui avait faite le poète César Calvo à Iquitos en 1982, alors qu'elle était en train de tourner une fiction, El viento de la ayahuasca. Et les liens de Calvo avec l'Amazonie péruvienne sont étroits par son père, Calvo de Araujo, qui est El Pintor de la Selva, et qui est devenu une figure de référence. Mais en 1982, Calvo, le fils,
venait d'écrire Las tres mitades de Inomoxo y otros brujos de la Amazonía, qui est un hommage aux cultures et aux savoirs indigènes et la vision d'un Pérou global, de là les trois moitiés, qui est un conte un peu particulier. Les trois moitiés sont les parties constitutives du Pérou. Et donc la vision à travers les savoirs amazoniens de la richesse, de la multiculturalité du Pérou et de l'Oriente. Le titre du documentaire de Nora de Itzcui reprend celui du poème de Calvo, Responso. Et dans le cas de Calvo, il s'agit de faire le deuil d'un amour et d'une enfance. Dans le documentaire, il s'agit en quelque sorte de remercier, de rendre hommage au poète qui est mort en 2000. Et pour ce faire, si vous voulez, l'image est celle du don et du contre-don. Il y a un passage dans Las tres mitades de Inomoxo où il est fait mention d'une pratique qui n'est pas seulement liée à l'Amazonie, mais dans d'autres communautés, et qui dit la chose suivante. C'est Nora qui parle en faisant allusion au texte. Cuando encontré una parte en la cual habla que entre los nativos ashanincas existe la costumbre de que cuando a uno le entregan un regalo hay que retribuirlo para no quebrar la relación mágica que se establece entre los dos, pensé que yo nunca le había retribuido sus regalos y que lo único que podía regalarle era ese momento, es decir, una película sobre él. Y qué mejor título podía ponerle que Responso para un abrazo. Mais je souhaiterais attirer votre attention sur le fait qu'un responso, un répond, qui renvoie initialement au chant grégorien et qui a une base liturgique, renvoie aussi à l'idée de prolifération à partir d'un élément simple, comme lorsqu'on développe une polyphonie et où il y a une voix qui tient le motif, en l'occurrence liturgique, autour duquel viennent s'ordonner les autres voix de l'ensemble vocal. C'est-à-dire que le chant esponsorial présente un dialogue entre un jeu individuel et collectif, entre le soliste et le chœur. Et on trouve hier il en a été question et aujourd'hui aussi, l'importance de la dimension afro, en l'occurrence américaine. Et c'est Toni Morrison, l'écrivaine afro-américaine Toni Morrison, qui évoque l'appel-réponse, où justement il y a un dialogue qui est aussi un élément de base de la musique et de la narration orale dans plusieurs traditions. Et le documentaire Responso est construit de la sorte. Il y a d'abord un premier cercle qui est celui de la famille, où en particulier la mère, quand ils ont tourné ce film, la mère de César Calvo avait plus de 100 ans, donc c'est quelque chose d'extrêmement émouvant, fait de silence. Le père est absent, il est présent à travers ses tableaux, à travers des images ou à travers des écrits, donc il y a la sphère familiale dans ce chant choral. Il y a un deuxième cercle qui renvoie à la vie intellectuelle et littéraire du Pérou d'alors, c'est-à-dire que maintenant c'était des setentones ou plus, ce sont les grands poètes qui ont fait l'actualité de la deuxième moitié du XXe siècle, Reinaldo Naranjo, Antonio Cisneros, Arturo Corcuera, bon, il y en a d'autres, Javier Dávila Durán, mais aussi des musiciens comme le percussionniste Manongo Mujica, le guitariste Carlos Aire, et des compositrices et interprètes comme Chabuca Granda ou Susana Baca, qui est vraiment une grande figure de la musique afro-péruvienne. J'en termine. Le film élargit aussi, puisqu'il y a des intervenants qui viennent de la Caraïbe ou d'Amérique latine, ainsi que d'Europe. Et dans un article récent, Las ideas que habitan el aire, qui était repris de Las tres mitades de Inomoxo, et l'historienne de l'art Juliana Vidarte s'est attachée à montrer l'importance des relations qu'a établies César Calvo
entre la littérature et les arts visuels dans son roman Las Tres Mitades et le rôle qu'il a joué de manière récente et après sa mort, dans le développement d'un langage contemporain des arts visuels en Amazonie péruvienne. La chercheuse a inclus à ce titre dans son analyse le long métrage de fiction El viento de l'ayahuasca et la quête d'un langage cinématographique idoine. Et de la vie même de Nora et de la critique, El viento de l'ayahuasca, elle a eu des problèmes d'écriture. Et je pense sincèrement que si vous en avez le temps, pour voir vraiment comment se déploie et comment est filmée à travers un documentaire la richesse des cultures et des savoirs amazoniens et péruviens, voir ce documentaire sera très instructif. C'est-à-dire qu'à l'art du dialogue que révèle le montage du documentaire, s'en ajoute un autre, c'est celui du dialogue des arts, qu'ils soient visuels ou musicaux, qui fait donc se correspondre des poèmes, des tableaux, des photographies et surtout la musique. Car Calvo, fils et père aussi, ont été des auteurs inspirés. En conclusion, je vous parlais initialement de l'intérêt qu'il y a aussi à corréler avec le cinéma produit en Amazonie. Au départ, l'image projetée sur les écrans à Iquitos était utilisée pour sortir une bourgeoisie, pour distraire une bourgeoisie locale ou divertir des hommes qui revenaient, par exemple, après de longs mois d'absence, des estradas, c'est-à-dire des allées pour cueillir le caoutchouc. Le cinéma a ensuite a été un instrument de publicité et c'était essentiellement, quand ce n'était pas de la publicité pour les casas comerciales, c'était un cinéma d'évasion spectaculaire qui était le produit d'une production culturelle de domination qui faisait finalement de la selva une scène aux mille couleurs. Et il y a eu ensuite un cinéma destiné à promouvoir l'image de l'Amazonie avec le tourisme américain, et c'est vraiment dans cette deuxième moitié du XXe siècle et à travers le cinéma aussi de documentaire que on va voir non seulement la présence humaine, la dimension anthropologique, sociale, mais aussi esthétique, à travers des voix qu'il faudrait analyser, mais qui vraiment collent à une réalité et se défait en partie de tous les stéréotypes qu'on a vus. Même si, elle le dit elle-même, c'est la vision d'une... je veux dire, elle n'est pas amazonienne, elle vient de l'extérieur, mais en même temps, il y a une prise en compte d'éléments qui rendent justice à celui qui a longtemps été invisible, qu'il s'agisse de l'homme amazonien, enfin, l'homme ou la femme, l'être humain amazonien. De la même façon, elle a promu dans un autre de ses films les Afro-péruviens et la femme afro-péruvienne. Voilà.